Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre pour cette nouvelle session webinar. Mon nom est Lionel Palassin et je vais être votre présenteur aujourd'hui pour ce webinar. Je suis évangéliste technique, évangéliste technologique pour Bonitasoft et aujourd'hui ensemble on va explorer les travaux que l'on a réalisés à Bonita autour de l'adoption de blockchain à travers des solutions BPM. La session est enregistrée et sera disponible dans les jours qui suivent pour toutes les personnes qui se sont enregistrées. À la fin de la session, on va faire une partie de Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinar. Vous pouvez les entrer dans l'outil GoToWebinar et je prendrai du temps à la fin pour répondre à toutes les questions. Aussi, si vous avez des problèmes avec le son ou si vous ne voyez pas l'image, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'essaierai de résoudre les problèmes. Alors, pour commencer, voyons rapidement ce qu'est la technologie blockchain. En un mot, la technologie blockchain est un registre virtuel qui contient l'ensemble des transactions qui se sont passées sur le réseau. Les participants sont connectés à un réseau qui est dit décentralisé. Et ici, on a l'illustration de, vraiment d'un point de vue haut level, on a l'illustration de ce qui se passe lorsqu'une nouvelle transaction est soumise à un réseau blockchain. Par exemple, si on prend le cas de Bitcoin, qui est une implémentation très connue de blockchain, on va vouloir transférer des bitcoins entre différentes personnes, entre des comptes de personnes. Donc dans ce cas-là, si on prend le cas de Bitcoin, par exemple, on aura le compte A qui veut effectuer une transaction vers B, donc par exemple envoyer 3 bitcoins. Donc cette transaction sera regroupée dans ce qu'on appelle un bloc avec d'autres transactions lorsqu'on soumet cette transaction au réseau blockchain. Ce bloc sera ensuite distribué à tous les participants du réseau et tous les participants du réseau seront en charge de valider le bloc et toutes les transactions qui se trouvent à l'intérieur de ce bloc au moyen de techniques cryptographiques, ce qui permet une sécurité très importante. Et ensuite, si ce bloc est validé, il sera daté et ajouté à la chaîne de blocs, d'où le nom blockchain, à laquelle tous les utilisateurs ont accès. Et du fait de rajouter cette transaction dans l'historique de toutes les transactions qui se sont passées, on aura virtuellement les bitcoins qui ont changé de compte. Donc les bitcoins seront passés du compte A au compte B. Donc rapidement, voyons quelles sont les forces et faiblesses d'une technologie blockchain. Comme expliqué, c'est un réseau décentralisé. Certaines personnes le comparent même à une base de données décentralisée et où tous les participants gardent une copie locale du registre virtuel de toutes les transactions qui se sont passées depuis le début de l'existence de ce réseau. Donc cela apporte plusieurs bénéfices. Le premier est la continuité virtuelle. En effet, la continuité virtuelle a vraiment été introduite grâce à la technologie blockchain. En un mot, la continuité virtuelle, ça va être la capacité à suivre l'évolution d'un bien, ou souvent on fait référence en anglais à un asset, mais d'un bien, d'une valeur tout au long de son cycle de vie. Et pour cela, on va être capable de remonter ou de suivre ou d'aller consulter toutes les transactions qui ont impacté cette valeur. Donc si on a, par exemple, si on reprend l'exemple de Bitcoin, on va être capable de tracer le voyage dans le réseau blockchain de n'importe quel Bitcoin à n'importe quel moment. Donc on saura qui a
à qui a appartenu chaque Bitcoin à n'importe quel moment dans le blockchain. Si on prend un exemple de chaîne d'approvisionnement, on va pouvoir facilement tracer ce qui s'est passé sur n'importe quel objet dans cette chaîne d'approvisionnement. Si par exemple on prend l'exemple d'une chaîne d'approvisionnement pour l'aviation, on va pouvoir dire je veux suivre le voyage d'une certaine partie de l'avion. On peut dire par exemple un écrou, on va savoir qu'il a été produit par cette usine, ensuite il a été transféré à ce magasin l'a assemblé avec ses autres pièces, et toutes ces informations, si elles sont stockées dans le même blockchain, vont pouvoir être sûres, et on va pouvoir de ce fait créer ce qu'on appelle de la continuité virtuelle. Le deuxième est la transparence. Évidemment, tous les participants partagent la même copie de l'ensemble des transactions, donc tout le monde y a accès, tout le monde peut voir ce qui s'est passé sur le réseau. Robustesse, de par sa nature décentralisée, même si un nœud du réseau ou plusieurs nœuds du réseau venaient à ne plus être disponibles, le reste des participants pourraient toujours utiliser le réseau blockchain. Immutabilité, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à modifier une transaction qui a déjà été validée par le réseau. Donc, une fois que la transaction a été ajoutée à la chaîne, il n'est pas possible de la modifier. Et personne n'a été capable non plus de venir forger une transaction, c'est-à-dire de créer une transaction qui ne serait pas valide et tenter de l'ajouter à la chaîne. Indépendance, de par, encore une fois, sa nature décentralisée, il n'y a pas de nœud central qui peut faire autorité sur l'ensemble du réseau. Chaque nœud a le même niveau de droit de permission et d'autorité. Et enfin, sûreté, du fait de sa robustesse, immutabilité et indépendance, les personnes font confiance aux biens qui transitent sur un réseau blockchain. Et encore une fois, le meilleur exemple est certainement le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin étant juste une monnaie virtuelle, donc il n'est pas indexé sur des biens matériels, mais malgré cela, un Bitcoin vaut environ 2500 $, juste parce que les gens font confiance à la sûreté du réseau qui gère le transfert de Bitcoin. Donc on a malgré tout quelques faiblesses dans cette technologie. La première, c'est une technologie qui est encore très jeune. Donc beaucoup de personnes comparent blockchain aujourd'hui en 2017 à l'état d'Internet autour de l'an 2000. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas une adoption qui est encore très importante. Les technologies sont relativement complexes à aborder. Les concepts restent très abstraits. Il y a beaucoup de différentes implémentations qui voient le jour. Elles ne sont pas forcément très orientées métier encore, mais tout cela tend à s'accélérer et on a un vrai potentiel. On voit aujourd'hui un vrai potentiel dans cette technologie, comme on voyait un énorme potentiel en l'an 2000 autour de la technologie Internet. La réglementation, évidemment, de par sa nature décentralisée, les agences de régulation, les gouvernements, les agences intergouvernementales ont du mal à asseoir leur autorité sur ce qu'il se passe dans le réseau et cela évidemment leur fait peur et on a besoin que le secteur privé ou les personnes qui travaillent autour de la technologie blockchain travaillent main dans la main avec les différents gouvernements pour trouver des moyens de réglementer ce qui se passe sur les différents réseaux blockchain. La consommation d'énergie, donc ça c'est un point relativement important. On n'est vraiment pas optimisé aujourd'hui en termes de consommation d'énergie. Pour vous donner un exemple, chaque transaction sur les réseaux blockchain demande le même niveau d'énergie qu'il est nécessaire pour
alimenter 5 maisons aux États-Unis pour un jour. Donc on a vraiment une consommation d'énergie qui est très forte aujourd'hui sur le réseau Bitcoin, mais bon, sur tous les réseaux blockchain. Dans un monde aujourd'hui où on a besoin de faire attention à la consommation d'énergie, il y a ici vraiment beaucoup de progrès à faire. Confidentialité, donc là ça vient un petit peu à l'opposition de la transparence. Lorsqu'on va vouloir construire des applications pour la finance ou pour le secteur médical, on va vraiment avoir besoin d'implémenter des fonctionnalités qui vont nous permettre de rendre les informations qui transitent sur le réseau confidentielles. On va pas pouvoir se permettre que toutes les personnes participant au réseau blockchain qui gère l'assurance, par exemple maladie en France, aient accès à toutes les données de tout le monde. Ça ne marchera pas. Et enfin, intégration et adoption, de par sa nature jeune et des concepts relativement complexes, on a une intégration et une adoption qui n'est pour l'instant pas encore au niveau du grand public. Donc, concernant le point sur la confidentialité, on a déjà des solutions qui commencent à voir le jour, par exemple avec les blockchains privés. Donc, on a plusieurs implémentations qu'on appelle blockchain privé ou blockchain semi-privé ou blockchain permissionné. Et ils vont en fait nous permettre de sélectionner les participants du blockchain. Ils vont aussi venir avec des fonctionnalités qui vont permettre de rendre certaines données sur le réseau blockchain privé ou accessible à seulement certains participants du réseau. Donc là, on va pouvoir avoir quelque chose qui est plus flexible et plus proche de ce qui est attendu par le secteur privé pour construire des applications. Et on va aussi pouvoir implémenter des audits publics. Donc, s'il y a des agences de régulation qui ont besoin de venir voir ce qui se passe sur le réseau blockchain, on va pouvoir ajouter ceux-là directement en tant que participant du réseau blockchain. Concernant l'intégration et l'adoption, c'est là qu'on voit que les plateformes de type BPM vont vraiment pouvoir aider en permettant de fournir des plateformes unifiées pour implémenter des applications métiers directement sur le blockchain. Et cela va être particulièrement intéressant lorsqu'on va vouloir construire des applications qui vont mettre en jeu plusieurs différentes entreprises. Donc, voyons voir un petit peu les bénéfices principaux que l'on va avoir lorsqu'on va combiner des technologies BPM et des technologies blockchain. Donc, rapidement, on voit qu'on va pouvoir permettre à de multiples partenaires qui ne se font pas forcément confiance par défaut. On va pouvoir, grâce à la technologie blockchain et la plateforme BPM au-dessus, pouvoir avoir plusieurs partenaires qui vont se faire confiance sur un même process. On va pouvoir améliorer l'engagement client et on va pouvoir enfin fournir une traçabilité bout à bout et une trace d'audit en temps réel. Donc, voyons un peu plus en détail ces différents bénéfices. Donc, comme j'ai dit, aux différents partenaires, on pourra se faire confiance à travers un processus commun. En effet, en implémentant la logique au niveau des processus métiers, donc c'est-à-dire au niveau de la plateforme BPM, on va pouvoir vraiment abstraire toute la complexité d'intégration d'une technologie blockchain. On va pouvoir aussi orchestrer les différentes tâches qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de la technologie blockchain et tout en permettant de fournir différents interfaces utilisateurs et portails dédiés à chaque entreprise prenant partie de cette application métier. Et cela va vraiment pouvoir être combiné avec ce qu'on appelle les smart contracts, qui sont eux immuables dans blockchain. Donc là, on va voir aussi une couche logique qui va pouvoir être implémentée au niveau blockchain, mais qui sera vraiment au niveau des transactions. Donc on va pouvoir aller faire des tests, on va pouvoir aller implémenter une logique plus ou moins complexe à chaque fois qu'on va vouloir soumettre une nouvelle transaction au niveau du blockchain.
Donc améliorer l'engagement client, le nerf de la guerre pour développer des applications qui rencontreront un succès entre différentes entreprises ou en interne pour chaque entreprise, et vraiment une adoption forte des utilisateurs finaux. Et pour cela, les plateformes BPM ont une expérience qui est quand même très importante et va pouvoir fournir des outils qui vont rendre la synchronisation entre les différents systèmes, les processus, les interfaces utilisateurs, le réseau blockchain vraiment homogène et fournir aux utilisateurs finaux une expérience qui est, a une forte valeur ajoutée. Et enfin, la traçabilité. Donc là, on va pouvoir combiner les outils qui sont fournis par des plateformes BPM. Donc là, on va avoir des rapports sur l'état des processus. On va pouvoir avoir des rapports en temps réel sur l'assignement des tâches, sur le workload des processus, sur l'intégration avec des systèmes externes et tout ça. Et on va pouvoir combiner ça avec des données qui seront extraites du réseau blockchain et qui auront là un niveau de sécurité qui sera tout autre de ce que l'on peut trouver dans les réseaux, dans les plateformes BPM. Et en combinant ces deux niveaux de données, on va pouvoir fournir aux utilisateurs d'applications métiers de ce type-là des informations très précises et encore une fois à forte valeur ajoutée. Donc pour illustrer tout ça, parce que je sais qu'il y a là beaucoup de concepts qui viennent en même temps, c'est pas forcément très clair, on a décidé de réaliser une démonstration. Donc on a créé une application à Bonita et on a intégré un réseau blockchain. Et pour illustrer cela, on a pris un cas d'usage relativement simple. Et voilà le scénario. Alors ici, on est sur une gestion de commande de voiture. Donc on va avoir une application qui va engager plusieurs personnes. Donc on va avoir l'ensemble des clients qui vont pouvoir venir se connecter à un portail et voir quelles sont les voitures qui sont disponibles à la commande. On va avoir un concessionnaire qui va être en charge de réceptionner les commandes, vérifier que les voitures sont présentes dans le stock, qui va être en charge de produire de nouvelles voitures. Et on va avoir la chaîne de production qui va être en charge de produire de nouvelles voitures et de se connecter avec l'agence de régulation pour émettre. Là, on va vraiment rentrer dans le niveau virtuel de blockchain, de émettre des nouvelles voitures, par exemple, sur le blockchain, en même temps que les papiers administratifs. Et là, une fois qu'on a cette voiture au niveau blockchain, on va pouvoir faire transiter ou changer de main ce bien virtuel qui représentera la voiture entre les différents acteurs de l'application. Et à la fin, on va pouvoir venir échanger la voiture contre de l'argent avec le client. Et c'est vraiment sur ce point qu'on va se concentrer aujourd'hui pour la démonstration. On va venir voir ce qui se passe au niveau de la plateforme EPM et au niveau du réseau blockchain lorsqu'on va vouloir finaliser la transaction et faire transiter l'argent du compte du client qui a commandé la voiture vers le compte du concessionnaire et dans le même temps faire transiter la voiture, donc livrer la voiture au client. Donc on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur cette partie-là de l'application pour voir quelles sont les ressources en jeu, les étapes en jeu, et on aura une petite démo live à la fin. Alors pour construire cette démo, on a utilisé deux grosses technologies. La première est Bonita BPM et la seconde est Shade.com. Donc ces deux technologies sont open source et ont une version gratuite de leur application. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé celle-ci. Alors rapidement, quels sont le rôle de chaque technologie ici? Donc la plateforme BPM va être en charge d'orchestrer, d'implémenter les processus métiers qui vont orchestrer les différentes actions qui vont se passer au niveau
blockchain. Donc on va intégrer blockchain à l'aide des connecteurs et on va avoir 3 applications métiers qui vont permettre aux différents acteurs de l'application de venir interagir avec la plateforme. Et ensuite, on a chain.com. Donc là, c'est une implémentation, on va dire, semi-privée de blockchain. Donc là, on va pouvoir choisir les participants. Chaque participant peut avoir un rôle prédéfini. Ici, on aura 4 participants, donc on va appeler ça 4 nœuds. On peut voir ça comme 4 différentes machines dans un réseau. L'une sera un gestionnaire de biens, l'autre sera le portail pour les clients, l'autre sera le nœud pour les concessionnaires, et enfin on aura un nœud pour l'agence de régulation. Quand on utilise chain.com, chaque nœud déployé a son propre cockpit pour monitorer ce qu'il se passe, l'activité sur ce nœud précis. Le cockpit est une application web, donc je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble et comment on peut l'utiliser. Et enfin, chain.com fournit pour chaque nœud un SDK Java, ce qui permet une intégration en Java très facile. Donc voilà l'architecture rapidement au level. Donc là, on a au milieu la plateforme Bonita qui va être en charge d'exécuter le processus. Elle va aussi supporter les différentes applications qui seront fournies aux différents acteurs de l'application. Et enfin, à l'aide des connecteurs, les connecteurs, eux, s'appuieront sur le SDK Java fourni par chain.com. On va venir interagir avec les différents nœuds du réseau blockchain. Et donc là, ça sera vraiment orchestré par le processus pour savoir à quel nœud on doit parler et quelle action on doit réaliser sur ces nœuds. Donc rapidement, le modèle de données que l'on va utiliser ici, donc c'est propre à chain.com, mais c'est assez générique pour être utilisé, je pense, dans quasiment tous les implémentations de blockchain, qui seront, elles, relativement génériques. Ici, on va voir 3 objets principaux. J'ai gardé les traductions en anglais pour être sûr que lors de la démo, vu qu'on va utiliser la console web fournie par chain.com et elle n'est pas traduite en français, être sûr que personne n'est perdu. Donc le premier, c'est le bien ou l'asset. Donc là, on va vraiment pouvoir définir un objet de manière virtuelle. Donc ça peut être, dans notre cas, on va avoir un asset par voiture, par modèle de voiture. Et on va aussi avoir un asset qui va représenter l'unité de monnaie. Donc, on va avoir le dollar US donc, qui sera représenté comme un asset. Un asset, c'est une donnée globale, c'est-à-dire que tout le monde y a accès. En revanche, seulement le propriétaire de la clé privée qui est utilisée pour définir cet asset sera en mesure d'émettre de nouveaux assets sur le réseau. Ensuite, on a les comptes. Donc, les comptes, c'est en fait un portefeuille de biens. Donc, ça va permettre de donner un nom à un ensemble de biens. Donc, on va pouvoir identifier le propriétaire d'un ensemble de biens. Ça, c'est une donnée locale. Donc, chaque participant aura sa liste de comptes. Et enfin, les transactions. Les transactions sont en fait l'action qui va être soumise au réseau blockchain pour émettre de nouveaux assets, pour transférer entre comptes, pour échanger des biens entre comptes et tout ça. Et ça, c'est une donnée donc globale qui est partagée entre tous les participants du réseau. Donc voyons voir un petit peu ce qui doit se passer au niveau blockchain lorsqu'on veut vendre une voiture à John Doe. Dans notre cas, on a Bonita Store qui est la représentation du compte du concessionnaire à la voiture prête à être livrée à John Doe et ce qu'il lui faut, c'est que John Doe lui paye 50 000 dollars. Donc John Doe a aussi un compte dans le réseau blockchain et il possède un certain nombre d'assets. Donc dans notre cas, on suppose que lorsqu'on démarre ce cas d'utilisation, Bonita Store possède une voiture, dans notre cas c'est la Bonita White Car, et que John Doe possède des fonds. Dans notre cas, il possède 300 000 dollars. On va y voir ce que l'on doit faire. Donc la première étape va être de se connecter au node concessionnaire et de démarrer ce qu'on appelle une transaction partielle. Donc on va venir décrire
ce que l'on souhaite transférer. Donc on va dire pour le compte Bonita Store, je souhaite dépenser une Bonita Wildcard et en échange, je souhaite recevoir 50 000 $. Donc très bien, le concessionnaire va signer cette transaction avec le compte de Bonita Store et retourner une transaction partielle. Cette transaction partielle va pouvoir être utilisée dans la suite de la transaction où on va venir se connecter au nœud client et créer une nouvelle transaction et on va utiliser comme base de cette transaction la transaction partielle qui avait été retournée par le nœud précédent. Et ici, à la suite, on va décrire la suite de la transaction. Donc on va dire pour le compte John Doe, je souhaite dépenser 50 000 $ et en échange, je souhaite recevoir une Bonita Wildcard. Donc cette transaction va être signée par le compte de John Doe et soumise au réseau blockchain. La transaction va être reproduite sur chaque nœud du réseau et chaque nœud va être en charge de valider. Donc là, ils vont dire on va regarder que Bonita Store est bien la Bonita Wildcard, que John Doe est bien 50 000 $. Bon, les contrats match, on peut accepter la transaction, l'ajouter à la chaîne et comme effet de bord, on a le fait que les fonds ont bien été échangés entre les deux parties. Donc on a vu qu'on a quand même pas mal d'actions à réaliser à des moments précis. Il faut se connecter à des acteurs différents, il faut faire transiter des informations entre les différents nœuds. Donc c'est pour cela que l'on a pensé qu'une plateforme BPM serait vraiment intéressante pour venir aider à l'orchestration de ces différentes tâches et la transition aussi des données entre ces différentes tâches. Donc là, si on reprend le même cas d'utilisation avec un cas BPM, on va avoir deux tâches, une pour préparer le paiement et une pour confirmer le paiement. Et dans la première tâche, on va avoir une application qui va permettre à l'utilisateur de venir rentrer les informations concernant la préparation de ce paiement. Ensuite, on aura un connecteur générique au niveau de la plateforme Bonita qui va venir se connecter au nœud concessionnaire et envoyer les informations nécessaires pour créer cette transaction partielle. La transaction partielle va être ensuite stockée au niveau du process pour être réutilisée par la tâche suivante qui va, elle, confirmer le paiement. Et en fait, dans la confirmation du paiement, on va avoir le compte John Doe qui sera débité. Donc là, on voit qu'avec une orchestration de BPM, sur un cas déjà très simple, ça apporte de la lisibilité, de l'orchestration facile. On peut rapidement imaginer que sur des tas très complexes d'intégration blockchain, on va pouvoir vraiment bénéficier du design BPM pour orchestrer de manière claire et sur les différentes tâches sur le réseau blockchain. Donc pour voir un petit peu tout ça en direct, je vous propose de passer à la démo. Donc la démo est relativement simple. On a sur ma machine une plateforme Bonita qui tourne et on a les 4 nœuds du réseau blockchain qui sont actifs aussi. Donc par exemple, je peux vous montrer, je vais juste couper celle-là. Je peux vous montrer par exemple ici, si je me connecte à un des nœuds par exemple le Account Manager Core, ici j'accède en fait au nœud qui gère les différents comptes clients et on a une console web qui va me donner des détails sur l'activité du nœud. Donc on peut voir par exemple toutes les transactions qui sont passées sur ce nœud. On peut voir les comptes qui sont gérés par ce nœud précis. Ici on voit qu'il est en charge du compte de John Doe et Jan Ripley. John Doe est le compte que l'on va utiliser dans notre démo. Donc on peut venir ici et voir un petit peu les détails concernant ce nœud. Ce qui est intéressant ici, ça va être la balance. Ici, on voit qu'il a 300 000 unités de cet asset. Donc là, en fait, en se connectant à un autre nœud, on va pouvoir savoir ce qui se cache derrière cet asset. Si par exemple, je viens me connecter au nœud qui gère les assets, je vais pouvoir venir lister ici les assets. Et on voit qu'on a un asset qui représente les dollars US et qu'on a tout plein d'autres assets pour les différentes voitures. Donc là, on voit au niveau du blockchain ce qu'il se passe. Bon, c'est pas vraiment utilisable dans l'état pour venir vraiment construire des applications métiers. Ce cockpit web,
Donc c'est là qu'il va être intéressant de venir proposer des applications à Bonita. Donc ici, si je me connecte par exemple avec John Doe sur mon portail client, ici on va pouvoir avoir un portail dédié pour les clients où ils vont pouvoir venir créer de nouvelles commandes, où ils vont pouvoir suivre l'état des commandes en cours. Donc on voit que là il a fait une commande aujourd'hui et que la car est disponible, et que la voiture est disponible. Et si on regarde au niveau du processus qui gère cette application, on va pouvoir retrouver sur quelle étape pour le moment cette commande se trouve. Donc ici je vais pouvoir venir lister les cas d'utilisation, et ici je peux voir le case design. Et donc rapidement ici on peut voir sur quelle étape le processus est en attente d'action. Ici on voit qu'on a une action pour le store, donc le concessionnaire, qui peut notifier le client que la voiture est disponible, et il va pouvoir ici engager le paiement de la voiture, et ensuite on va venir demander au client de confirmer le paiement. Donc là, si vous vous rappelez du slide précédent, ça va sûrement vous rappeler quelque chose. Ces deux étapes, Prepared Payment et Confirm Payment, sont les deux étapes qui vont venir orchestrer à la création de la transaction au niveau du blockchain. Donc peut-être pour voir ça de manière plus détaillée, on va ouvrir le processus directement dans le studio. Ici, donc, on retrouve le même processus. Je vais agrandir un petit peu ça pour voir un peu plus clair. Voilà. Donc ici, on a notre processus qui était en attente sur Notify for Availability. Et en fait, quand on va passer à Prepare Payment, on va venir exécuter une tâche automatique qui va s'appuyer sur ce connecteur pour réaliser une action. Donc, si je regarde dans l'exécution connecteur in, ici on a un connecteur qui va préparer la transaction. Donc c'est un connecteur qu'on a créé pour cette démo, pour ce prototype, mais il est générique et peut être utilisé pour n'importe quelle application qui devront intégrer chain.com. Donc là on va pouvoir indiquer que l'on veut se connecter à un nœud particulier sur le blockchain. Donc on a toutes les informations relatives à la transaction que l'on veut démarrer. Et à la fin, on peut venir récupérer les informations retournées par le blockchain. Donc dans notre cas, ça va être la transaction partielle, et la stocker au niveau du processus. Et ensuite, réutiliser cette transaction partielle pour venir exécuter un autre connecteur qui utilisera cette transaction partielle et la complétera avec d'autres informations et la soumettra au réseau blockchain. Donc là, je vous ai montré deux connecteurs particuliers, mais en effet, on a en fait toute une librairie de connecteurs que l'on peut utiliser. Donc là, si on voit sous chain, en fait, on a toute une librairie de connecteurs qu'on va pouvoir utiliser pour intégrer un réseau blockchain. Donc si je reviens sur mon application, comme je disais, on va demander au gestionnaire du concessionnaire de démarrer le paiement. Donc on va se connecter avec le Store Manager en fait. Il faut que je me connecte sur le bon Car Company Portal. Et ici, on va pouvoir venir revoir les informations relatives à la commande et dire que l'on veut passer au paiement. On va Process to Payment. Et ici, on va pouvoir venir se connecter en tant que John Doe et voir que l'on a une commande qui est en attente de paiement. On va pouvoir la revoir et soumettre le paiement. Donc maintenant, la voiture a été délivrée et on peut venir vérifier au niveau de notre
blockchain ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'il y a une transaction qui vient d'être soumise il y a quelques secondes et qui ont transféré 50 000 unités d'un asset et qui ont aussi dépensé une unité d'un autre asset. Et si je regarde au niveau de mon compte John Doe, on peut voir qu'au niveau de la balance maintenant, il a une unité de cet asset, donc on peut imaginer que c'est la voiture, et il a plus que 250 000 unités de cet asset qui représentait la monnaie. Donc là, on a gardé le prototype relativement simple pour cette démo, mais on pourrait imaginer construire des rapports qui nous permettraient en fait d'abstraire toutes ces ID qui sont pas vraiment lisibles pour l'humain en combinant des informations d'autres nœuds pour donner des informations plus précises aux différents acteurs du réseau de l'application métier. Donc c'est tout pour moi pour cette démo aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. J'espère que l'explication a été assez claire et que la démonstration a permis d'illustrer tout cela. Je vous invite maintenant à poser vos questions. Encore une fois, vous pouvez taper vos questions directement dans l'outil et je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Alors, par exemple, ici, j'ai une question qui est, dans le cas proposé, quel serait l'intérêt pour le concessionnaire ou le producteur d'utiliser cette techno existant? Donc là, l'intérêt, en fait, il peut être assez multiple. C'est une bonne question parce que j'avais pensé un petit peu. Donc là, dans l'existant, le prototype est relativement trop simple pour être utilisé tel quel, évidemment. Mais on voit plusieurs avantages. Par exemple, on pourrait développer vraiment toute la partie de chaîne de production au niveau de blockchain, en intégrant par exemple les différents partenaires avec lesquels les concessionnaires travaillent pour venir tracer tous les échanges de biens et financiers qui se passent entre un concessionnaire et différents partenaires ou fournisseurs. Donc là, sur la partie approvisionnement, chaîne de production, on pourrait vraiment développer le concept, ce qui apporterait une vraie plus-value en termes de traçabilité. On pourrait aussi développer le concept au niveau de les interactions avec les agences de régulation. Donc, on pourrait imaginer, comme j'ai décrit là, qu'on a une agence gouvernementale qui est en charge de venir accepter qu'une nouvelle voiture puisse être mise en circulation. Et ce certificat, au lieu d'être un papier administratif qui serait fourni au concessionnaire, on pourrait avoir une information qui est soumise par l'agence de régulation à travers le blockchain et qui fait foi de contrat. Et si on développe dans l'autre sens, au niveau client, et relation client et concessionnaire, alors là c'est un peu plus abstrait et on touche peut-être à des problèmes de confidentialité qui sont peut-être un peu plus compliqués, j'avoue. Mais on pourrait imaginer des scénarios, surtout aux États-Unis, ce serait beaucoup plus facile à mettre en place, j'imagine, où les concessionnaires ont accès à, par exemple, à l'historique financière des différents clients pour savoir si le client va pouvoir payer la voiture qu'il vient de commander ou des choses comme ça, si les informations sont partagées dans un blockchain unique. J'espère que ça répond à la question. J'ai une autre question. Avec quelle version de Bonita a été développé le processus de la démo? Donc là, j'ai développé le processus avec la version 7.4.1. Je l'ai fait avec la version performance pour avoir accès à plus de fonctionnalités. Typiquement, la fonctionnalité qui permet de visualiser où en est le processus.
mais les connecteurs ont été développés avec la version open source, donc ça devrait être compatible avec la version open source aussi. J'ai une autre question. Donc là, à quoi sert l'agence de régulation? Donc là, dans le prototype, c'était l'agence de régulation a été ici pour illustrer un audit public, donc d'avoir un certain contrôle de la part d'une agence gouvernementale sur ce qui se passe dans un réseau blockchain. Par exemple, si dans notre cadre, l'agence gouvernementale ou l'agence de régulation est la seule à posséder une clé privée qui permet d'émettre un nouvel asset, elle est quand même en position de force pour contrôler ou éviter tout abus sur le réseau blockchain. Est-ce qu'avoir un processus, alors là j'ai une autre question, est-ce qu'avoir un processus BPM centralisé au-dessus d'un blockchain décentralisé ne rend pas caduque la sécurité de la blockchain donnée par son caractère distribué et sans trust entre les mêmes? C'est une très bonne question et j'avoue que je pense pas qu'il y ait une réponse. Je pense pas que ce soit noir ou blanc cette question-là. Il y a vraiment des cas où ça va pas être compatible. Donc une application centralisée qui va orchestrer des actions sur un réseau décentralisé, il y a certains cas où ça ne marchera pas, mais il y a d'autres cas où ça va vraiment aider. Typiquement dans le cas présenté là, on pourra avoir même des sous-ensembles de cette application qui sont gérés par des processus. Parce que malgré le fait qu'on soit décentralisé, si on a une application centralisée qui orchestre différentes tâches, on ne va pas rendre caduque le fait que les informations qui sont enregistrées dans le blockchain sont sécurisées. Donc une fois qu'elles sont enregistrées dans le blockchain, personne ne peut venir les modifier. Et ça n'empêche pas aussi l'intégration par d'autres applications décentralisées de l'autre côté. Donc on va avoir un sous-ensemble qui est géré par des processus centralisés pour des raisons d'orchestration de logique métier, d'intégration ou d'orchestration de différents systèmes, de implémentation d'applications métiers à forte valeur ajoutée sur une plateforme VPN. Donc là, on va vraiment avoir des cas où ça va vraiment être intéressant d'utiliser la plateforme VPN pour venir intégrer la réseau blockchain, mais je pense pas que ce soit une colonne verticale. Je pense que ce sera plus dans un environnement complexe où le blockchain va venir être intégré par différentes technologies. J'espère que cela répond à la question. Les connecteurs. Alors, une autre question, les connecteurs sont-ils des API REST? Alors là, on utilise le Java SDK fourni par Chain.com et il utilise, si je me trompe, je suis pas sûr s'il utilise une API REST ou s'il utilise la Java HTTP. Là, j'ai un doute. J'aurais dit qu'il se connecte au nœud en HTTPS avec l'API Java, mais j'en suis pas sûr. La librairie fournie par Chain.com abstrait de toute manière la façon dont on se connecte au nœud. Je peux vous montrer rapidement à quoi cela se ressemble. Je dois certainement avoir un exemple ici. Ici, voilà, par exemple, j'ai une classe ici qui venait initialiser mes différents objets de mon réseau où je peux vous montrer directement un connecteur. Ici, on a un connecteur. Et ici, en fait, on va utiliser un client qui est fourni par la librairie chain.com. Et en fait, ce client va abstraire la façon dont on se connecte au nœud. Donc, encore une fois, je ne sais plus si derrière c'est du REST API ou si c'est du Java HTTP. Et après, derrière, une fois qu'on a le client, on peut interagir directement avec les objets.
gérés par le blockchain. Alors, ici j'ai une autre question. Dans la démonstration, quelle est la partie consommatrice d'énergie? Alors, tout tourne sur ma machine et c'est un blockchain qui est relativement petit. On n'a que 4 participants et pour chaque démo, plus ou moins, je le remets à jour. Donc, on a vraiment une consommation d'énergie qui est négligeable. Ici, je pense pas que le prototype n'était pas là pour mettre ça en avant. La consommation d'énergie entre en jeu lorsqu'on a des blockchains généralement publics, alors typiquement Bitcoin ou Ethereum, euh, qui, euh, qui unifient des millions d'utilisateurs dans des millions de machines et qui ont un degré de complexité pour accepter de nouvelles transactions qui est très haut. Donc là, sur des blockchains privées, on permet aussi, en réduisant le nombre de participants et en changeant éventuellement les algorithmes de consensus pour accepter les transactions, on peut vraiment réduire ou optimiser la consommation d'énergie d'un réseau blockchain. Alors une autre question, qu'en est-il de la création de blockchain smart contract avec Bonita? Alors là, dans ce prototype-là, on n'a pas utilisé de smart contract. Chain.com, au moment où on a développé ce prototype, ne proposait pas de langage pour implémenter les smart contracts. Donc cela veut dire que les seules vérifications qui sont faites au niveau du blockchain sont que lorsqu'on essaye de faire transiter des biens entre des comptes, que les comptes possèdent bien ces biens-là et que les personnes qui ont le droit de faire transiter ces assets en sont bien les propriétaires, donc typiquement avec de la signature digitale. Donc ça restait très basique. Aujourd'hui, je sais que Chain.com a fournit maintenant un éditeur de smart contract, donc on doit être capable d'implémenter de la logique au niveau du blockchain. Je n'ai pas eu l'occasion encore d'essayer, mais ça vaudrait le coup d'explorer cette piste-là et voir comment on pourrait combiner en fait de la logique métier au niveau du blockchain avec de la logique métier plus haut level au niveau du processus BPM. Alors une autre question, quel est l'algorithme de consensus utilisé par Chain.com? Très bonne question. C'est ce qu'ils appellent un Federated Consensus Algorithm. Alors j'avoue que je connais pas tous les détails techniques liés à cet algorithme. Il s'appuie pas exactement sur ce qui se fait par exemple dans Bitcoin qui utilise un Proof of Work ou même ce qui se fait dans Ethereum qui utilise un Proof of Stake. Je vous invite, je peux vous envoyer la documentation. D'ailleurs, je vais la copier rapidement dans le chat, à aller lire la documentation qui est fournie par Chain.com sur ce sujet-là, qui est très intéressante, mais j'avoue relativement compliquée. Alors, si vous me donnez une seconde, je devrais pouvoir la retrouver. Okay. C'est ici. Donc, je vais copier le lien pour accéder à la documentation dans le chat. Voilà. Donc, c'est ce qui appelle un consensus fédéré. Alors, j'ai une autre question. Quel est le niveau de ressources, compétences et nombre de personnes qu'il faut engager pour développer une application telle que présentée à la fois côté appli Bonita et appli blockchain? Alors, pour le niveau de qualité d'un prototype, une personne est nécessaire. Dans ce cas-là, c'est moi qui ai développé toute la partie Bonita et toute l'intégration avec la blockchain.
si on veut développer des applications comme ça, d'un point de vue euh, euh, professionnel, et pour avoir des applications qui seront en production, je conseillerais d'avoir à la fois des personnes qui connaissent BPM, Bonita si on choisit Bonita, et des personnes qui connaissent la technologie blockchain. J'avoue avoir passé un peu de temps à m'éduquer moi-même sur quels sont les concepts en jeu lorsqu'on intègre une technologie blockchain. Essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de transférer un asset, quels sont les enjeux au niveau cryptographie, sécurité et tout ça. Donc là, si on a des personnes qui sont déjà expertes dans ce domaine-là, elles vont vraiment pouvoir être capables de travailler avec des experts BPM pour construire des applications qui ont une vraie valeur ajoutée. Et en plus, après, en plus de ça, si on dépend de la complexité de l'application, on va vouloir ajouter des développeurs pour développer toute la partie, on va dire, relativement plus simple au niveau de la plateforme BPM pour développer la partie application, venir intégrer d'autres systèmes s'il y a besoin d'intégrer d'autres systèmes, peut-être développer des modèles de données, des choses comme ça. Une autre question, quel algorithme de hashing j'en suis pas sûr, mais bon, je pense que c'est comment il appelle, SHA 256, désolé, le chat 256, j'imagine. C'est celui qui est utilisé plus ou moins dans toutes les implémentations blockchain. Voilà, bon, si j'ai pas d'autres questions, je vais fermer la session. Ah, une autre petite question ici. Donc là, une question aussi, peut-on transmettre dans le processus le contrat PDF de vente, les conditions générales de vente, etc. Ces documents, s'ils sont en blockchain, sont-ils opposables devant tribunal? Alors là, déjà, bon, ça va vraiment dépendre des pays. Je pense pas qu'il y ait tous les pays qui, pour le moment, acceptent des données virtuelles d'un blockchain devant un tribunal. Donc là, ça demande forcément du travail euh, avec les pays, mais sans forcément partager le document directement. On pourrait imaginer des concepts où euh, on stocke seulement le hash du document, donc on va avoir un hash unique qui va représenter notre document, et si on enregistre ça au niveau du blockchain, eh ben on a une vraie preuve euh, que un document vraiment spécifique a été soumis. Et si plus tard quelqu'un essaye de faire un faux de ce document-là, il sera très facile de venir comparer le hash qui a été stocké dans le blockchain pour savoir que ce n'est pas le même document. Donc là, si derrière on a des gouvernements qui sont assez avancés technologiquement et qui acceptent les documents virtuels, on va pouvoir évidemment utiliser ça de manière légale, pourquoi pas. Donc là, en effet, ouais, sans passer par le papier, ben non, on peut scanner le document, le rendre digital, créer un hash unique qui représente le document, stocker ça euh, dans le blockchain et ça devrait euh, être relativement légal. D'accord, en Estonie, d'accord. Donc apparemment le gouvernement est en Estonie, donc là je sais pas comment ça se passe en Estonie, j'ai pas accès à leur régulation. J'ai pas d'autres questions, je vais fermer la session. Je vous remercie encore pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vais faire d'autres webinars certainement après l'été sur des sujets divers et variés. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour d'autres webinars sur d'autres sujets. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépend où vous êtes.
et j'espère à bientôt. Merci beaucoup.